votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam-tam tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam-tam tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. Jamais fatigué, avec un dombolo d'avait toujours ambiancé. Vibrer les rythmes ancestrales et ambiance à gogo. Vous écoutez Tam-Tam Tropical sur Radio Pluriel. Une fois n'est pas coutume, donc nous ouvrons notre magazine avec une nouvelle note musicale pour remercier nos auditeurs qui nous écoutent depuis la France, depuis la Lyon et son agglomération, depuis outre-Atlantique, depuis le continent africain. Mesdames et messieurs, bonsoir, nous sommes ensemble pour une cinquantaine de minutes d'informations et de débats sur l'Afrique et ses diasporas. Soyez les bienvenus à la une de ce magazine, cette information qui défraie donc la chronique. Autant sur les réseaux sociaux que dans les médias, l'opposante Nathalie Yamb, expulsée de Côte d'Ivoire, le président du parti leader, donc Mamadou Koulibaly, a confirmé l'expulsion de celle qui avait multiplié ces derniers jours les attaques contre la gouvernance politique et économique en Côte d'Ivoire. On se souvient que lors de la rencontre de Sochi, où donc le président russe Vladimir Poutine recevait donc plus d'une dizaine de dirigeants africains. Elle avait sérieusement donc tensé dénoncer le franc CFA qui, selon ses propos, les propos de Nathalie Yamb, donc est l'un des points qui aujourd'hui maintient beaucoup de pays africains, notamment ceux issus
des colonies françaises dans la pauvreté. On reviendra dans ce magazine avec nos invités qui sont présents, avec nous accompagner ce soir. Je présente d'abord, il me dira cette fois-ci, habituellement je commence par les autres, c'est par moi. Il est là avec nous ce soir, un de nos chroniqueurs, parce que l'autre n'est pas là, ou les autres ne sont pas là. Mohamed Barchi, bonsoir. Bonsoir Juvenal et bonsoir chers auditeurs, chères auditrices. Ah, il a précisé chères auditrices. C'est vrai. Nous, à l'école, à l'époque, oui, quand j'étais encore au cycle primaire, on disait, quand on dit au masculin pluriel, généralement, on inclut aussi les femmes. Quand il y a hommes et femmes, aujourd'hui, il semble exiger, tout au moins à l'oral, de dire auditeurs et auditrices, et donc Mohamed Barchi s'y est mis. Autant plus que, on va dire, nous avons deux invités, oui. Parmi nos invités, il y a... Je veux dire, Firmin elle est là, qui est donc un fidèle auditeur, qui a choisi de venir nous rendre visite ce soir. Bonsoir Firmin. Bonsoir Juvenal Noël. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. C'est un auditeur qui a toujours été présent pour nous apporter son point de vue et qui nous écoute régulièrement. Nous avons besoin de vous, comme Firmin et bien d'autres aussi, pour apporter un regard critique. On n'est pas toujours d'accord sur tous les sujets ou même sur la manière en fait de présenter. Voilà, c'est une autre actualité et très critique il est. C'est un plaisir de vous recevoir ce soir. Merci. Donc, elle ne nous fera pas le procès. C'est la seule dame que nous avons ce soir en studio. Elle s'appelle Natacha, qu'on ne présente plus, Natacha Mengue. C'est bien cela? Oui, c'est ça. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais super bien, merci. Merci d'être là ce soir. On a choisi de vous recevoir parce que on a découvert en fait que vous êtes une chef d'entreprise très dynamique et que vous êtes dans le domaine de la gastronomie. Et aujourd'hui, on recherche les profils comme le vôtre. On ne parlera pas de success story, non, ce serait prétentieux. Mais Ok. on sait que c'est pas évident d'entreprendre. Vous avez choisi de poser, on va dire, votre beau restaurant que vous, par vos mots, vous trouvez des chics et des classes qui se trouvent non loin, sans publicité de la brasserie, juste pour indiquer derrière le quartier de Perrache. Pourquoi avoir choisi d'entreprendre dans la gastronomie? Pourquoi avoir choisi d'entreprendre la gastronomie africaine, il faut préciser. Déjà parce que la cuisine, elle voyage. Et je voulais qu'on découvre nos plats africains autrement. Autrement, c'est-à-dire? Autrement, dans un cadre chic, avec une autre présentation, des assiettes bien travaillées, avec de goût, plein de saveurs, voilà. Donc, c'est pas pour nous la publicité, il faut le préciser. Ce que nous recherchons, en fait, c'est votre profil. Naturellement, cela n'enlève rien à votre mérite d'avoir choisi d'entreprendre et que vous êtes dans le quartier des Confluences aujourd'hui. C'est l'un des quartiers du futur dans ce qui est de l'entrepreneuriat, du business, dans le Lyonnais. Et donc, on se dit, si vous avez choisi cet endroit-là, sûrement vous avez quelque chose de stratégique, de précis que vous recherchez. Pourquoi ne pas aller là où il y a, par exemple, la plupart des restaurants africains où on peut se dire que vous pouvez trouver facilement une clientèle? Je voulais me démarquer tout simplement et puis je suis à côté d'une gare. Je suis au centre de Lyon. Je suis à côté d'une gare, la gare Perrache. Bien, c'est stratégique. Alors, on ne vous transformera pas forcément en analyse des questions africaines ce soir. D'accord. Mohamed, il est assez pointu dessus. C'est un plaisir pour lui, mais le process voudrait que notre invité ou nos invités puissent apporter leur opinion sur les sujets que nous abordons. Donc, D'accord. on espère que vous êtes d'accord avec nous sur le principe. Bien sûr. On l'a validé avant l'émission, naturellement, c'est juste un accord de principe, un accord qu'on reprend comme ça avec nos auditeurs. Donc, le premier sujet que nous choisissons ce soir, en fait, il nous amène donc en Côte d'Ivoire où Nathalie Yamb a été expulsée de Côte d'Ivoire. Donc, c'est celle-là qui a eu, on va dire, comme d'autres l'ont fait dans le passé, de pouvoir, elle a eu le courage, effectivement, de dénoncer cet impérialisme qui se poursuit avec le franc CFA et où beaucoup de pays africains, on se pose encore la question de savoir, ils y sont de plein gré
ou alors ils y sont parce qu'ils sont contraints par qui ou comment, on ne sait pas trop. Quoi qu'il en soit, Nathalie, qu'est-ce qui se dit? Il se dit donc en fait, ils l'ont mis dans l'avion pour Zurich avec un changement à Paris. On lui reproche une activité incompatible avec l'intérêt de l'État. Fin de citation, a donc précisé Mamadou Koulibaly à l'agence France Presse. Selon l'arrêté d'expulsion du ministre de l'Extérieur, Nathalie Yamb est accusée de mener des activités incompatibles avec l'intérêt national. Je ne sais pas si Jean Firmin connaît cette actualité. Oui. Depuis le passage des Africains invités par le président Vladimir Poutine, nous avons tous été informés, pour ceux qui n'ont pas suivi en direct, et qui suivent l'actualité africaine, pour l'intérêt des Africains. C'est un sujet qui s'est propagé dans toutes les oreilles. Hein. Et donc, qu'on ait été occupé à autre chose, forcément, on a appris ce coup de force. Ce coup de force parce que elle a tapé plein dans le mille et selon ce qui nous a été révélé, c'est que suite à cela déjà, il lui avait été refusé une demande de visa pour venir en France. Voilà. Donc en fait, ça a été déjà le retour, le message de mécontentement, je crois, de la diplomatie entre la Côte d'Ivoire et la France. J'entends bien cela, sans langue de bois, Fimalela. Ce que je sais, c'est que, bon, par habitude, dans le passé, vous avez étudié les choses de manière claire et transparente. Et donc, j'espère que ce soir, on va poursuivre dans cette lancée-là. On parle du franc CFA depuis des années, et puis les langues commencent à se délier. Et la question que je voulais poser aujourd'hui, c'est de savoir comment expliquer le fait que ces États continuent d'utiliser le franc qui n'existe plus en France, qui est fabriqué en France, à Chamelières, du côté des Vichy. Et comment expliquer qu'une monnaie qui est battue ailleurs et qui, au point de vue de la parité, est ce qu'elle est, il faut toujours passer par la France? Les États africains se décident par un jour de sortir de cela, à votre avis? Bon, s'agissant de la monnaie, il y a les unions monétaires d'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest. L'UMOA en Afrique de l'Ouest. Bon, il y a le franc CFA. On parle du franc CFA, du franc, pour un billet de 10 000 par exemple, on va le voir pour l'Afrique centrale, pour l'Afrique de l'Ouest. Le tout dans ces deux pôles, c'est le franc CFA. Bon. C'est un sujet réservé aux spécialistes de la monnaie, spécialistes à la Banque centrale. Cependant, la question, elle est bien posée parce que tout Africain consciencieux commence à se la poser. Tout Africain consciencieux commence à se la poser. Est-ce que toute façon, en tout état de cause, c'est une question légitime. C'est une question légitime. Pourquoi n'ayons-nous pas notre monnaie? Bon, on sait qu'à l'époque de Mobutu, il avait le franc, le Zaïre, qui était une monnaie très faible. On peut dire une monnaie de singe parce que on ne sait pour quelle valeur ça remplissait une brouette. Et n'empêche qu'à l'époque, il faut le préciser quand même, au niveau du Zaïre, à l'époque, il y avait quand même une certaine stabilité. Les Zaïrois ne se plaignaient pas. Ils n'étaient pas aussi nombreux à l'étranger qu'ils sont aujourd'hui. Bon, selon ce que je sais, c'est qu'au Zaïre, il y avait deux monnaies. Il y avait le Zaïre à la disposition du Zaïrois, citoyen zaïrois modeste, et il y avait le dollar pour les citoyens mondains, les plus riches. Donc, il y avait deux cités, en fait, dans ce pays-là. Les plus riches, ils fonctionnaient en dollars, dans le Zaïre, dans certains lieux, et les moins riches,
notamment les fonctionnaires, on les payait en zaïre. Et ils allaient prendre leur salaire avec des cartons ou des brouettes, hein, parce que 10 000 zaïres, en conversion, vraiment, c'était très faible, très faible, très faible. La parité était très faible. Et d'ailleurs, je ne pense pas qu'il y ait eu la possibilité de faire le change entre le zaïre et le franc français à l'époque, par exemple, directement. Bien. On reviendra sur ce sujet dans notre prochaine édition pour essayer de comprendre davantage. Quoi qu'il en soit, ce qui est notable, c'est que lorsqu'on s'attaque au franc CFA, les représailles ne tardent pas. Comme quoi, effectivement, ce n'est pas un sujet facile. Merci, Firmin. Je vous en prie. Merci. C'est moi. Nous revenons donc dans le Lyonnais et c'est donc dimanche dernier qu'a eu lieu donc une journée culturelle dans le squat qui se trouve dans le 4e arrondissement, l'ancien collège de Maurice Sèvres, qui accueille aujourd'hui plus d'une centaine en fait de jeunes migrants qui viennent d'Afrique, notamment majoritairement d'Afrique subsaharienne. Et donc c'était un moment de fête, un moment de joie où on a vu beaucoup de jeunes gens qui, même si cela ne se voyait pas, le visage était quand même assez fermé, dansant au rythme voilà, du rock et autres. Et j'ai eu le privilège d'être présent avec une jeune consoeur qui a accepté ce soir de nous apporter son regard dessus. Elle s'appelle Aïssata Kamara. Bonsoir Aïssata. Bonsoir Juvenal et bonsoir aux auditeurs de la radio plurielle. Je rappelle à ceux qui ne vous connaissent pas que vous êtes journaliste et que vous êtes venu parachever votre formation en France. Et donc, je voudrais qu'on essaye d'échanger sur cette question, de comprendre comment est-ce possible qu'aujourd'hui, de jeunes gens voilà, d'origine africaine soient parqués dans un squat où ils ont du mal à être chauffés et qui, quand on les écoute, en fait, expriment beaucoup de regrets à être présents en France, une terre qui a fait rêver plus d'un de ces jeunes-là. À votre avis, en tant que journaliste, à l'observation, qu'est-ce que cela vous inspire de voir des jeunes gens qui viennent avec beaucoup de rêves d'Afrique venir ici parquer, piquer les animaux? Naturellement, le voyager déjà, c'est dans les corps de chaque être humain de pouvoir se déplacer, de voyager et tout. Mais faut-il encore que ça soit quelque chose de bien préparé, qu'on ne se jette pas comme ça à l'eau. Parce que, comme vous l'avez dit, c'est le regret, ils se sentent déjà sur le visage de plein d'entre eux. Pour rappel, ils sont au total plus de 450 jeunes migrants, comme vous l'avez dit, venus de nombreux pays. Merci pour le peu. Nombreux pays de l'Afrique subsaharienne, notamment le Mali, la Côte d'Ivoire, la Guinée, ou encore le Burkina Faso. Ils sont quand même plein là. Et je pense que ce qui favorise cela, c'est que c'est un fantasme. Et aussi, tout n'est pas dit. Quand je dis que tout n'est pas dit, c'est des gens qui ne connaissent pas au départ les réalités d'ici et qui, si vous voulez, se renseignent auprès de leurs aînés qui sont déjà là, mais du coup, qui leur disent, venez, ici la vie elle est rose, c'est comme ça. Ils se jettent comme ça sans y réfléchir, sans vérifier. On leur dit, ils avancent ça pour venir. Donc, ça fait que quand ils viennent, après, ils sont déçus de voir ce qui a été vanté. Ce n'est pas ce qu'ils trouvent sur le terrain. Et du coup, ils se retrouvent à la rue sans moyen de subsistance. Voilà pourquoi aujourd'hui, ils se retrouvent très nombreux dans ce squat où ils sont même menacés par la métropole d'être encore délogés parce qu'il faut dire qu'ils sont là, ils habitent le coin illégalement parce qu'ils n'ont pas où aller et ça complique un peu les choses. Donc, pour revenir à la cérémonie de dimanche, où il y a eu la journée culturelle qui n'était pas une première, ils l'avaient déjà fait auparavant, et je pense qu'ils en ont le plus souvent besoin pour évacuer tout ce stress qui s'accumule, toute cette angoisse qu'ils vivent du jour au jour. Ils en ont besoin. Et ils l'ont exprimé samedi avec une belle fête qu'ils ont offert à ceux qui étaient là.
Et il y avait à boire, il y avait à manger pour ceux qui en voulaient. Il y avait aussi de la bonne musique, du reggae et des groupes qui étaient bénévolement là pour soutenir ces jeunes et leur dire qu'ils ne sont pas seuls. Je pense que tout ça déjà n'est pas mal. Et en plus de ça, c'est des gens qui ont surtout besoin d'accompagnement, pas que financier ou pas que sur le plan administratif, mais ils ont besoin parfois de compagnie, de ne pas se sentir isolés. Ils sont déjà isolés et ne pas aussi les laisser caser dans leur coin, c'est important. Bien, c'est tout important. Je ne trahirai pas un secret, Aïssata, qui dansait aussi. Elle est une très bonne danseuse. Quoi qu'il en soit, sur le point de vue folklorique, c'était fort intéressant. Maintenant, l'aspect que je voudrais aborder avec vous, c'est au niveau de la solidarité qu'on appellera africaine. On n'a pas vu beaucoup d'associations, beaucoup de structures portées par les Africains. On n'a même pas vu, parmi les visiteurs qui étaient là, beaucoup d'Africains, visiblement. Comment expliquer cela? Mais en fait, on peut, pour moi, les gens se sentent, pas que les gens ne se sentent pas concernés, mais ils se disent qu'ils sont là pas pour eux, donc à chacun de se débrouiller, en fait. Ils se sont débrouillés. Enfin, c'est ce que j'essaie de comprendre, en fait. C'est qu'on abandonne ces jeunes à leur propre merci pour qu'ils puissent aussi, j'estime, endurer ce qu'eux, ils ont enduré. Mais ça ne peut pas être ça. Ils sont jeunes. Ils sont jeunes, ils ne connaissent pas assez de choses de la réalité de la vie. Il faut les approcher, il faut vraiment les guider. Je pense que ça aussi, c'est du rôle des associations, des différentes associations, des représentations de ces pays qui sont là ou qui vivent ici en France. Ils doivent vraiment se mêler. Il y a des groupes de soutien de partout, mais les communautés aussi doivent s'impliquer, doivent soutenir ou doivent tenir main forte à leurs frères qui en ont besoin. C'est ça. Alors, restez avec nous. Et là, je voudrais interpeller. Nous avons le privilège d'avoir dans ce studio, voilà, deux personnes, j'ai même deux personnalités, parce que l'une, même si elle se veut discrète, n'aime pas trop s'afficher. Je présenterai simplement un fidèle auditeur. Et l'autre, elle a une casquette qu'on peut naturellement décliner. Ce soir, elle est chef d'entreprise. Il s'agit de Natacha, qui a un très beau restaurant dans le 2e arrondissement, non loin des Brasseries Georges, sans publicité. On a vu ce que vous faites, on imagine que ça coûte et que c'est pas évident. Quand vous voyez, par exemple, ces jeunes qui sont là-haut, où, Aïssata et moi, on l'a noté, il y avait très peu de personnes issues de la communauté noire, dans ce qu'on a noté comme étant une sorte d'accompagnement. Comment expliquer cela? Les Africains ont de leurs frères, Natacha? Bien sûr que les Africains aident leurs frères, mais sont passés forcément par des associations. Personnellement, moi, j'ai hébergé plusieurs compatriotes que je ne connaissais pas. Et je voulais redire quelque chose. Je n'aime pas trop lorsque la dame, elle dit ceci, que nous, les aînés, nous qui vivons ici en Europe, on fait rêver on fait rêver nos petits frères qui sont en Afrique. On vante des choses. Il y a des gens ici qui disent les réalités, qui disent que c'est difficile, qui disent aux petits frères, ne regardez pas tout ce que vous voyez à la télé, ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui disent la vérité à nos petits frères qui sont restés, mais ils n'ont qu'un rêve, ils veulent venir. Mais quand ils arrivent, il y a certains, ça se passe bien, et d'autres, c'est très compliqué. Voilà. Alors, pour prolonger un peu la pensée de Aïssata, parce que nous en avons discuté aussi, alors, pardon Aïssata, je vais poursuivre. Ce qu'on note, c'est que généralement, ceux qui sont ici, aujourd'hui, parce qu'on est dans un grand village planétaire avec les réseaux sociaux, beaucoup vont mettre sur ces réseaux sociaux les plus belles images qui font vraiment rêver et qui vont encore nourrir le rêve de l'Eldorado que serait l'Occident. Je vois aussi des personnes qui vivent, des belles dames qui vivent aux États-Unis, c'est pas pour autant, qui mettent des photos extraordinaires devant des Lamborghini, c'est pas pour autant que moi aussi, je ferai tout pour aller aux États-Unis et avoir une telle vie. Je vais me demander comment cette personne a fait pour avoir tous ces biens, etc. Pardon, voilà. Pardon, il faut madame. Arrêter de rêver, surtout. Pardon, alors, ne le prenez pas pour vous, parce que non, nous on essaye de comprendre, parce que nul n'a la réponse parmi nous ici. On essaie de comprendre comment, dans cette difficulté, parce que la vie ici est loin d'être un Eldorado, ça, on reviendra naturellement sur votre parcours tout à l'heure, mais on se dit comment, majoritairement, des gens qu'on peut rencontrer dans la vie ordinaire, qui ont une vie, on va dire, dite
simple et normal. Chaque fois qu'ils ont, on va dire, une communication sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus des choses qui donnent l'impression qu'ils vivent encore un niveau au-dessus de ce qu'est leur réalité. Ce n'est pas le sujet de ce soir. Je voudrais me tourner vers Mohamed Barchi et je voudrais prendre votre point de vue dessus. Comment expliquer que, voilà, la vie ici n'est pas un Eldorado, ça c'est reconnu, qu'il y ait autant de jeunes qui, voilà, acceptent de tout laisser et venir souffrir comme cela. Parce que beaucoup nous ont dit, je regrette. Comment expliquer cela, Mohamed? Ça s'explique surtout en fait par rapport à l'accès à la culture et à l'éducation dans un premier temps. C'est quand on prend justement des populations africaines qui n'ont pas forcément accès à des libertés ou accès à des services ou des biens qui leur sont privés en fait sur leur territoire d'origine et qui malheureusement se disent bah, tiens, en France, c'est un peu plus un pays de liberté et de droit, donc à ce moment-là, est-ce que je ne ferais pas mieux d'aller vivre cet Eldorado un peu biaisé dans la mesure où on préfère tronquer on va dire un climat chaud à un climat tempéré, voire -5 l'hiver en France, parce que généralement, c'est des personnes qui n'ont pas forcément connu, on va dire, ce genre de climat en question. Et quand ils arrivent justement en France, ils voient assez rapidement le revers de la médaille, à savoir que ils sont frappés de racisme, ils sont frappés de précarité, ils sont frappés de plusieurs maux de la société. Ils sont exclus de la plupart des services parce que ils sont en dehors de l'Union européenne, donc forcément ils ne peuvent pas jouir de ces droits-là. Malgré cela, il y a un réseau qui se met en place, un réseau d'associatifs, pas forcément africains, et qui sont là en fait pour les aider. Et beaucoup d'Africains ou même d'autres communautés viennent pendant la période de froid à partir du 1er novembre parce qu'il y a cette fameuse trêve hivernale où justement on peut aller squatter un lieu qui n'est pas forcément favorable à y vivre et ils ont la possibilité hypothétiquement d'y squatter jusqu'au 31 mars sans pour autant en fait, que les forces publiques puissent les déloger. Enfin, en théorie, même s'il y a eu un amendement à l'époque de Nicolas Sarkozy permettant justement de déloger justement des squatteurs dans des lieux, on va dire, illégaux. Donc, les Africains, en fait, aujourd'hui, veulent vivre justement ce rêve, quitte à justement souffrir temporairement pour pouvoir se construire, on va dire, un certain confort et une certaine sociabilité avec la société française. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Pour ceux et celles qui sont nous à ce moment, donc, nous sommes donc en train de réfléchir ce soir sur la difficulté que vit plus d'une centaine, Aïssata Makou, ma jeune consoeur disait qu'ils sont près de 400 de jeunes migrants d'origine africaine qui sont au collège Maurice Sèvres dans le 4e arrondissement de Lyon. C'est un squat aujourd'hui. Et donc, on essaie de comprendre comment des personnes qui sont parties avec un rêve aujourd'hui vivent dans autant de misères. Et on a l'impression, c'est une qu'une impression, je dis bien, que visiblement leur communauté d'origine n'arrive toujours pas à être très proche. Donc, je repars vers Aïssata, après je la laisserai tranquille. Aïssata, donc, du coup, des informations que vous avez, ils sont là pour longtemps encore ou alors l'expulsion, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un squat qui va durer tout le temps? Ils sont là, d'autres sont là, mais ils ont envie de rentrer parce qu'administrativement, il y a des dossiers qui ont fait plus de 2 ans sans suite. Du coup, ils sont vraiment lassés de toute cette tracasserie. Il y en a qui veulent rentrer, mais là aussi, il y a un piège qui se pose parce qu'ils ne veulent pas rentrer comme ça sans rien. Il y a la famille de l'autre côté qui ne compte que sur eux. Ils s'attendent à ce qu'ils reviennent avec de l'argent, avec les poches pleines. Donc, il y a tout ça qui se pose. Mais sinon, que j'ai croisé Aliou, le jeune mineur isolé de ce squat, qui me disait la dernière fois à la café, il dit Aïssata, moi je voudrais bien rentrer en Guinée parce que là je ne m'en sors pas, c'est une vie qui ne me sied pas du tout, je veux rentrer, mais comment rentrer quand ma famille aussi pense que je vais venir avec de l'argent? Donc il y a un piège, ils sont
ils sont pris dans un piège des deux côtés, c'est-à-dire du point d'arrivée, du départ au point d'arrivée. Et ça complique un peu les choses. On espère que d'ici là, les choses se facilitent pour beaucoup d'entre eux. Mais ça ne serait pas mal aussi pour certaines associations qui peuvent les aider ou faciliter leur retour dans leur pays d'origine pour ceux qui veulent. Et pour ceux qui veulent les aider, bien sûr, dans les démarches administratives pour l'obtention des documents qu'il leur faut. Bien, merci Et beaucoup. au passage, Allez-y. je voudrais remercier aussi Madame Natacha, je pense. C'est elle. Madame Natacha pour l'aide et l'appui qu'elle apporte. C'est bien, Natacha, oui. Et aussi lui dire que ce que je disais quand je parlais de fantasme, je pèse toujours mes mots et je réitère, il ne s'agit pas de tout le monde. La plupart des gens ici, il faut rêver en Afrique. Ça continue et c'est une qualité. Elle ne le fait pas peut-être, mais Apparemment, donc, le signal est très mauvais. On sera obligé de mettre un terme à l'échange avec notre jeune consoeur. Aïssata, si vous entendez, on est obligé de mettre un terme à notre échange parce que la qualité du son n'est pas vraiment agréable. Vous nous suivez toujours? moi, très bien, mais ici, la communication elle est un peu dégradée. Je pense que c'est Voilà. ce que je voulais. Merci. Merci encore et bonne émission. Merci. Bonne soirée. Voilà, c'était donc pour partager un tout petit peu la vie de certains migrants qui n'ont pas toujours la chance d'être là où ils le souhaitent. Et donc, apparemment, donc, en studio, il y a des interventions. On va prendre Firmin. L'humanitaire, c'est un problème humanitaire. L'aide humanitaire, c'est de cela qu'il s'agit. Quant aux responsables, ce ne sont pas toujours les Africains. Ce ne sont pas toujours les Africains qui sont venus avant, qui trompent les autres. Si vous suivez bien les débats ici sur le thème de l'immigration, le Front National pointe du doigt. Le Front National pointe du doigt aux gouvernants pour être les responsables, en faisant rêver, en faisant croire que la France, à cause de l'aide médicale de l'État, par exemple, est le pays qui serait favorable pour accueillir tous les démunis. Et d'ailleurs, ils sont là les premiers à dire nous ne pouvons plus accueillir la misère du monde. Ils disent bien plus, parce qu'ils l'ont fait avant. Ils ont flatté. En contrepartie de leur tendance à aller aussi envahir les pays africains. Vous voyez, suivez aujourd'hui le sujet au Mali. Ça a relevé encore ce même problème parce qu'il y a eu plusieurs morts des soldats français qui sont morts au Mali. La question a été posée, qu'est-ce que vous faites au Mali militairement? Pourquoi vous ne laissez pas les Maliens eux-mêmes gérer leurs problèmes? Ils ont leurs raisons qu'ils vont mettre en avant en disant que c'est c'est la lutte contre le terrorisme. C'est contestable, c'est contesté aussi. Il y a là-dedans, j'ai suivi Jean-Jacques Bourdin, il a ressorti, ce qui est dit, c'est que derrière cela se cache un pillage des richesses au Mali. Et on met le terrorisme en avant. Vous voyez? Mais qu'ont fait les colons depuis le temps? À partir d'un certain moment, c'était cela, une sorte d'échange, une manière d'échanger de manière gagnant-gagnant. On vous fait croire que, bon, vous pouvez venir ici librement. Je me souviens qu'au Gabon, avant, pour venir ici, on venait même sans visa. Vous voyez, c'était ce marchandage-là. Et puis, à un moment donné, ils vont plus vite, s'ils ont déjà obtenu tout ce qu'ils veulent, ben hop, on arrête tout. Sans s'entendre avec le partenaire qui, lui, continue aveuglément dans ce sens-là. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas en fait... la faute n'incombe pas seulement aux Africains qui sont ici, qui trompent les autres. Je ne pense pas que les réseaux sociaux trompent seulement. Les réseaux sociaux aussi passent des choses abominables. Nous avons marché... J'ai été au terreau, c'était pour l'affaire des Africains qui deviennent des esclaves en Libye. Nous avons été au terreau pour ça. Donc, il n'y a pas qu'en France.
il y a que la personne... Aujourd'hui, on va demander, comme elle a dit, à des gens de repartir chez eux. Il y en a qui ne voudront pas repartir sans un sou. Je peux vous donner comme exemple, par exemple, le footballeur Adebayor. Il a craché cette vérité-là dans une émission sur Canal+, où lui, son salaire, il l'envoyait entièrement à ses parents. Donc vous voyez, il y en a comme ça qui viennent, c'est l'aîné, on l'envoie pour aller chercher fortune, et de là-bas, il va envoyer les mandats. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Nous allons prendre également cette brève qui nous vient donc du continent. On va au Burkina Faso où au moins 14 morts dans une attaque contre une église au Burkina dont les victimes prenaient part à un culte religieux lorsqu'elles ont été attaquées par des individus armés selon un communiqué du gouverneur de la région. Les auteurs de l'attaque n'ont pas été identifiés. Les forces de sécurité ont lancé une opération de secours aux blessés. On va retrouver nos invités qui sont dans le studio et poursuivre en fait dans cet échange en relation donc avec les jeunes migrants qui sont aujourd'hui d'origine africaine majoritairement, qui sont aujourd'hui logés dans un squat. C'est dans le 4e arrondissement de Lyon, c'est l'ancien collège Maurice Sèvres qui reçoit plus d'une centaine. Visiblement, le disait donc ma jeune conseil, on parle d'à peu près 400 jeunes migrants qui sont dans ce lieu-là, insalubres, chauffés de manière très sommaire et où il existe quand même une certaine solidarité autour, constituée donc par les riverains et aussi certaines structures locales, lyonnaises qui œuvrent dans l'accueil des migrants. J'ai retenu plusieurs points parmi lesquels en fait le fait que certes, il y a certains, moi je vais le dire comme ça avec mes mots, certains qui font rêver, qui laissent croire, certains migrants qui sont arrivés, qui laissent croire qu'ici c'est tout beau, tout rose, mais aussi beaucoup envoient un message de vérité à ceux qui sont sur le continent. Je ne reviendrai pas sur cette épineuse question sur laquelle nous avons eu plusieurs débats dans plusieurs saisons radiophoniques ici, quand on parlait des relations entre les États africains, majoritairement les anciennes colonies françaises, et l'État français, où on se pose la question de savoir si par exemple, le cas du franc CFA devrait être mis sur la table et être discuté sérieusement parce que aussi, quand un pays n'a pas vraiment la main sur sa monnaie, cela pose débat. Et aussi, il faut le préciser qu'effectivement, voilà, certains partent aussi de la France pour plusieurs raisons économiques, raisons culturelles et autres, qui vont dans le sud. L'accueil n'est pas le même. On ne reviendra pas dessus. Une chose est certaine, c'est que ces relations-là demande aujourd'hui d'être revue dans le fond, parce que c'est l'un des rares sujets où on parle toujours des conséquences sans parler des causes. Les causes, effectivement, de cette immigration-là. Et quand on en parle partiellement, parce qu'effectivement, il y a des causes endogènes, mais il y a aussi des causes exogènes. Je ne reviendrai pas non plus sur le fait que, même si certains disent que l'Afrique ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais l'Afrique n'a pas vocation aussi à accueillir tous les prédateurs économiques du monde. Je boucle à ce niveau-là. J'ai fait un tort sérieux à Mohamed Barchi qui voulait quand même dire un mot. Bon, je ne ferai pas de tort à notre cher chroniqueur Mohamed Barchi. Ce que je voulais dire, c'est que je partage totalement ce qui a été dit précédemment, dans la mesure où il est bien connu que la France, aujourd'hui, en fait, a des intérêts économiques sur le territoire africain, que c'est manquer de reconnaissance au peuple africain qui se fait exploiter, voire rançonner de ses ressources minières et qui, en contrepartie, ne rêve que justement d'un simple rendu de spillage économique que de jouir des droits et des services de la France en question. C'est pas accueillir la misère du monde, c'est juste un simple rendu que les Africains veulent sur le territoire français et ils se reconnaissent je pense, un peu plus français qu'africain. Donc, ils espèrent justement une meilleure vie, une meilleure qualité de vie. Et malheureusement, les politiques ne jouent pas le jeu. Enfin, quand je dis politique, c'est le gouvernement français qui ne joue pas le jeu parce qu'il laisse faire au niveau local. Et donc, automatiquement, les Africains qui arrivent sur le territoire français sont automatiquement
haïs et maltraités sur le territoire français, alors que justement le gouvernement aurait dû justement mieux favoriser cette intégration-là. Ce que je voudrais dire en même temps, c'est que si alors deux choses, et je terminerai sur ça, c'est que si vous tenez justement, si un dirigeant africain tient justement à son poste, il ne vaut mieux pas critiquer le franc CFA qui est un business. Donc voilà, et une façon justement de tenir les pays africains en laisse. C'est pour ça que Nathalie Yam parlait justement de la France et de ses laquais. Et autre chose en même temps, c'est que, comment dire ça, les Africains, quand ils arrivent justement en France en question, ils n'aspirent justement qu'à une meilleure qualité de vie. Et malheureusement, je ne parlerai pas de misère du monde, mais enfin, voilà. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, il y a une solidarité qui se met en place, il y a une solidarité qui voudrait se mettre en place. Seulement, c'est que ces associations-là sont bridées à un moment donné parce que, malheureusement, le gouvernement français a mis des mesures anti-solidarité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus donner une petite pièce à un SDF, on ne peut plus loger une personne immigrée ou migrante à son domicile. Donc, la générosité, aujourd'hui, elle nous est bridée, elle nous est récupérée et on ne peut plus forcément donner. Et donc, aujourd'hui, malheureusement, les nouveaux qui arrivent sur le territoire français voudraient espérer jouir justement de cette générosité. Et malheureusement, on ne peut plus. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Nous allons rentrer dans le dernier cadre de notre magazine et c'est vrai que les messieurs, pour les appeler ainsi, qui sont dans le studio, ont apporté leur éclairage, leur point de vue sur cette question relative en fait au flux migratoire, à la présence dans la ville de Lyon aujourd'hui, notamment donc à l'ancien collège Maurice Sèvres qui se trouve dans le 4e arrondissement de Lyon, qui accueille aujourd'hui des jeunes migrants venus majoritairement d'Afrique. Et donc, il était question d'apporter un point de vue dessus, comme on le précise. Dans l'émission Tétan Tropical, on se veut vif dans le ton, serré dans la tenue et surtout, iconoclaste dans les positions. Et donc, nous avons pour habitude de dénoncer en fait ce qu'on appellerait avec nos mots en fait ce laxisme en fait, même cette complaisance, cette complicité qui existe, pas même qui existerait entre certains dirigeants africains qui semblent se préoccuper plus de leur rapport avec l'ancienne puissance impérialiste que du sort en fait de leur population. Nous avons le privilège d'avoir donc une charmante jeune dame dans notre studio qui est venue nous parler de son parcours parce que nous avons besoin de comprendre aussi comment font certains pour s'en sortir en France. C'est pas évident. Et donc, une fois de plus, bonsoir à Natacha Mengue, bonsoir. Oui, bonsoir. Pardon, alors on a dit Nathalie Yam, cette dame qui a été expulsée de Côte d'Ivoire pour avoir simplement tensé, pour avoir dénoncé cette complaisance qui existe encore aujourd'hui. Ce n'est pas un secret entre voilà. Pour avoir dit tout haut tout ce que tout Africain pense tout bas. Voilà. Et donc elle a été expulsée de Côte d'Ivoire. C'est une honte. C'est une honte, merci. Et donc dans votre cas, on n'a pas dit que c'est une success story, mais le souhait pour nous, c'est d'aller chercher des personnes comme vous, installées dans le nouveau quartier donc des Confluences, le nouveau quartier d'affaires. Vous avez un restaurant qui est assez beau, et de comprendre comment vous faites, comment vous avez fait pour monter, pour mettre sur pied votre restaurant. Déjà, pour commencer, ce n'est pas ma première structure. Je viens d'Afrique et donc déjà là-bas, j'étais une mini-chef d'entreprise, entre guillemets. Ça dit quoi, mini-chef? J'ai très jeune, très jeune, je suis un peu les pas de ma maman qui était commerçante, etc. Donc j'ai grandi là-dedans. Et ensuite, très très jeune, j'ai ouvert un salon de beauté. Et j'ai toujours poursuivi mes études. Donc ici, j'arrive, je me marie, je fonde une famille et ensuite j'ai des projets. Et je décide de les réaliser. Et ensuite, j'essaye de faire naître ce projet. Donc, je m'entoure des bonnes personnes, des personnes qui m'encouragent, des personnes qui sont à l'écoute.
des personnes professionnelles, parce que ça, c'est très, très important. Voilà, et de voir ce que j'aime faire, et voilà. Vous l'avez dit, vous entourez des personnes voilà, qui vous encouragent et autres, mais avant d'arriver à la phase de réalisation, Bien sûr. on imagine qu'il y a des choix qui ont été faits. Pourquoi la zone des confluences surtout? C'est un nouveau quartier d'affaires, c'est un quartier qui est en... C'est un boom. Dans Lyon, c'est un quartier qui est à côté de la gare, c'est un quartier qui est rempli des hôtels, des restaurants, du beau monde. Donc voilà. Bien, cela est du beau monde. Vous savez, dans cette émission, nous avons pour habitude de poser des questions. Donc, sans complaisance, on aimerait savoir. Généralement, ce qui se raconte, c'est pas, je ne connais pas votre cas, ce qui se raconte, c'est que quand une femme africaine s'en sort, c'est qu'elle a un mari blanc qui fait tout et puis elle est là juste pour faire la jolie noire. Dans votre cas, c'est votre chance, par exemple, d'avoir eu quelqu'un, un mari blanc qui finance. Comment vous avez fait pour obtenir les fonds, par exemple? Pour obtenir les fonds, je suis commerçante. Non, pas du tout. Comme je le disais, je suis dynamique, je suis motivée. Il faut faire des sacrifices. C'est-à-dire qu'on ne se lève pas un bon matin et dire, voilà, tout de suite, demain, j'ouvre ça. Il faut étudier le terrain, il faut faire des économies, tout simplement. Si on a un mari généreux, on peut avoir des maris qui sont très généreux et ne rien faire. Passer tout son temps à faire du shopping, par exemple. J'en ai plusieurs d'amis qui le font. Bien. Moi, Donc, dans votre cas, vous avez fait les économies. Et Mohamed Barchi voudrait poser une question, allez-y. C'est pas forcément une question, mais je trouve dommage justement qu'on vienne dénigrer potentiellement justement un parcours qui était rude, peut-être en échec et en obstacle, et dénigrer en fait ce beau parcours en question en disant vulgairement, ça y est, elle a potentiellement un mari blanc ou ce genre-là. Donc moi, je suis pas trop d'accord. C'est que moi, j'aurais tendance justement à féliciter justement des personnes, hommes ou femmes, qui entreprennent justement et qui se cravachent et qui se donnent à fond justement dans un projet et qui réussissent au bout du compte et qui ne s'arrêtent pas simplement à ouvrir un restaurant. Peut-être qu'il y aura une chaîne derrière, peut-être que madame aura envie justement de diversifier ses activités. Et moi, j'aurais envie de dire bravo et continuer. Et peut-être en même temps, il y aura d'autres échecs, d'autres apprentissages, d'autres expériences et en même temps une évolution. Bien. Et donc voilà. Mohamed, alors, loin de moi l'envie de dénigrer. Je dis, dans l'émission Tam Tam Tropical, nous sommes assez iconoclastes et vifs dans le ton. Et peut-être que mon message est très mal passé. Je disais, généralement, on a l'impression, ou plutôt l'image la plus répandue, c'est celle-là, de femmes africaines qui, bon voilà, quand c'est pas la plonge qu'elles font, c'est pas pour dénigrer, elles font les ménages et voilà, elles sont pas toujours, on a l'impression qu'elles ne sont pas capables. Donc, justement, la question que j'ai posée, elle savait effectivement comment elle a fait. Elle nous l'a raconté que bien avant, elle était chef d'entreprise depuis son pays d'origine. Et ici, obtenir les fonds, c'est pas un parcours du combattant. Pour en création d'entreprise, c'est pas évident. Au sens où parfois on a même un très beau business plan et tout cela, c'est pas toujours évident. Donc je me suis permis de poser la question parce qu'effectivement on pose des questions. Mohamed Barchi. Alors, elle l'a dit elle-même, c'est que femme entrepreneuse, justement, elle a décidé, elle a fait le choix justement de s'entourer de personnes compétentes. Donc, elle aurait très bien pu à un moment donné lancer son business et se dire, voilà, je me fais toute seule, donc automatiquement je vais évoluer toute seule. Non, elle a décidé justement de s'entourer. Aujourd'hui, en France, on est les champions justement de l'accompagnement à la création d'entreprises. Malheureusement, en France aussi, on est très nul justement sur le post-création d'entreprise. Ça veut dire, quand j'ai créé mon business, après, il n'y a plus aucun accompagnement. Elle a fait le choix justement de se faire accompagner peut-être d'un juriste, d'un comptable, etc. Et tout. Et donc voilà, aujourd'hui, il y a des fonds qui planent au-dessus de nos têtes. C'est juste qu'on n'arrive pas forcément à les toucher du doigt. Et il y a des personnes compétentes qui ont la facilité, la main facile justement, d'atteindre ces fonds-là. Et elle a eu l'intelligence de le faire. Bien. Je dirais que Madame Natacha, ce soir,
elle a dans notre studio. J'avoue que c'est pas l'habitude de Mohamed, effectivement, d'être de ce côté. Il est toujours très, très, voilà, vif dans les questions. Naturellement, je dis bien que je pose des questions pour comprendre. Ça permet aussi de pouvoir, voilà, permettre à nos auditeurs, ceux qui n'y croient plus, de se dire, tiens, je peux y aller, ou avoir une astuce. Et ce soir, par exemple, pour ceux et celles qui nous écoutent et qui soit ont essayé et ont baissé les bras ou qui aimeraient entreprendre, quel message leur envoyez-vous, madame? Tout simplement, c'est de croire en ses rêves et de foncer. De foncer. On peut rencontrer plusieurs échecs, mais de continuer. Justement, Oui. je vous prends au mot, on imagine que c'est un parcours pas simple. Quelles sont les principales difficultés que vous avez rencontrées? Avant Même l'ouverture du que ce soit restaurant. avant l'ouverture, qu'aujourd'hui on imagine quand même que c'est pas toujours facile la vie d'une chef d'entreprise. Non, surtout. pas du tout. Moi, je suis passionnée de cuisine, hein. La cuisine, là, je rencontre certaines difficultés au niveau administratif. Lorsqu'il faut, par exemple, faire des additions, des trucs qui peuvent être simples, mais il y a plusieurs, comment dirais-je, il y a plusieurs. Mohamed Barchi qui voulait toujours intervenir. Allez, Mohamed. Alors aujourd'hui, dans la restauration, les plus grosses difficultés, c'est justement de se mettre à jour par rapport aux normes d'hygiène et de sécurité, ce qui n'est pas forcément évident parce que les gens se disent, tiens, je vais ouvrir un restaurant, donc j'ai juste à mettre des tables et des chaises dans une pièce et de mettre quelqu'un au fourneau. Et puis voilà. Alors que pas du tout. Justement, il faut se mettre aux normes par rapport à tout ça. Il y a la question justement de la qualité et du conditionnement des produits en question. Donc, c'est autant de difficultés justement d'apprentissage et d'acquisition de savoir qu'on doit mettre en place. Après, la deuxième difficulté aussi, c'est de pérenniser l'activité. Donc, on a obtenu les fonds pour ouvrir l'activité. Le banquier est derrière avec tous les organismes de prélèvement qui n'attendent qu'à récupérer justement leurs billes et qui se disent, voilà, Natacha, c'est quand que tu nous rends notre argent qu'on t'a prêté, donc il faudrait que tu fasses rentrer des clients. Donc voilà, sauf que les clients, il faut les appâter, il faut investir davantage dans la communication, donc c'est autant de difficultés. Natacha Mengue, allez-y, vous voulez poursuivre? Oui, tout à l'heure, monsieur, j'ai oublié le nom. Mohamed Barchi. Monsieur Mohamed Barchi. On a une formation obligatoire au niveau de l'hygiène, voilà, donc ça c'est déjà bien. Je donne vraiment un accent là-dessus, c'est sur le plan administratif où c'est plusieurs documents à remplir, plusieurs documents qui ne finissent pas en fait. D'accord, très bien. Sans vous couper, apparemment un auditeur nous a rejoint, madame ou monsieur, bonsoir. Bonsoir, c'est le chroniqueur Amin Samir. Amin Samir, voilà. Tout à l'heure, oui, j'ai eu les c'est moi. Vous avez essayé de nous joindre, mais apparemment, côté technique, ce n'était pas au point. Une fois de plus, bonsoir. Bonsoir, écoutez, il y a eu beaucoup d'animations au cours de l'émission qui étaient très intéressantes. Je remercie les invités d'être intervenus sur la question migratoire. C'était effectivement essentiel de rappeler certaines choses et aussi d'avoir osé inviter une entrepreneuse. Je la félicite de s'être lancée dans l'aventure et je lui souhaite tout le bien. Amin Samir, pardon de vous couper, je suis assez surpris ce soir. Dans l'émission de Tropical, ceux qui parlent ce soir, habituellement les chroniqueurs, les ont baptisés les flingueurs et qui semblent très avenants, tout à votre honneur. Est-ce que vous avez une question à poser à notre invité sur l'entreprise, Amin? Alors, moi, j'aurais aimé connaître un petit peu plus la genèse de son projet. En fait, comment est-ce qu'elle en est venue à se dire je vais lancer un restaurant? Très bien. Voilà, ça serait intéressant de le savoir. Essayez de nous raconter un tout petit peu comment on est vers la fin pour ceux qui nous ont rejoints. Il nous reste 5 grosses minutes. Voilà, madame. Racontez-nous un peu comment vous venez l'idée. J'ai regardé le besoin dans l'agglomération lyonnaise, si je peux m'exprimer ainsi. J'ai vu qu'on avait des restaurants types. Quand vous dites type, parce que... Des restaurants pas très très beaux, sans vouloir dénigrer les autres. J'avais besoin d'apporter autre chose, une autre façon de manger africain.
Voilà. Donc, alors, pour ceux qui ne connaissent pas le lieu, parce Oui. que ce qui nous a frappé sur le choix qu'on a fait, c'est que non seulement la zone des confluences, il n'y a pas de restaurant, elle a dit gastronomie africaine. Oui. Quand on l'a échangé, elle a dit que ce n'est pas un restaurant, c'est de la gastronomie africaine. Voilà. Et pourquoi parler de gastronomie et non d'un restaurant tout court comme d'habitude? Gastronomie parce que je vais plus loin dans mes recherches. C'est-à-dire, Je compose des plats qui sont très rares. J'essaye de trouver des liens, le goût, au niveau du goût, les plats qui peuvent bien s'accompagner des vins français. Voilà, le cadre, il est chic, il est beau, au niveau de... Voilà, comment... Amine Samir, une autre question, parce que nous sommes rentrés il nous reste à peine 2 minutes. Et vraiment, comme Alors, Amine, très rapidement, Amine, j'aurais une allez-y. question, et effectivement, j'aurais une question. Vous dites qu'il y a des difficultés en tant qu'entrepreneuse, notamment par rapport à l'administratif, à la comptabilité, à la communication. Mohamed a très bien fait de parler de communication. C'est essentiel de se faire accompagner aujourd'hui dans tous ces domaines. Pourquoi ne pas avoir fait appel à un comptable ou à d'autres personnes pour s'en occuper, justement pour vous recentrer sur votre cœur de métier? Je suis bien entourée, j'ai un comptable, j'ai un avocat, j'ai un chargé de communication d'ailleurs, voilà. Je suis entourée de professionnels, mais il y a des documents qu'il faut remplir en tant que chef d'entreprise, il y a des... Il nous reste 1 minute. Voilà. Amine Samir, Oui. vous voyez combien il est difficile de ne pas être en studio. En tout cas, merci beaucoup pour votre contribution. Avec plaisir. Et voilà, Mohamed Bachi voudrait encore poser une question. Allez-y, Mohamed. Alors, c'est pas une question, mais franchement, c'est remercier cet entrepreneur justement qui est une vraie stratège justement dans sa façon de faire. C'est qu'aujourd'hui, historiquement, on a créé le Carré de la Soie et la Confluence justement pour désengorger en fait la Part-Dieu. Historiquement, c'est que la Part-Dieu, c'est un melting pot justement des différentes communautés sur la ville de Lyon. Et on a remarqué aussi, et Madame l'entrepreneur justement l'a très bien remarqué, c'est que la Confluence est plutôt typée caucasienne plus qu'autre chose, et qu'elle a voulu justement se positionner, elle a voulu se positionner justement sur ce territoire-là, justement pour toucher une classe un peu plus aisée et qui, alors, elle aurait très bien pu appeler ça un restaurant africain, mais elle préfère utiliser le terme gastronomie justement pour attirer justement, on va dire, des personnes ayant un portefeuille généreux. Et donc, quand elle nous parle également de gastronomie avec des plats rares en question, c'est simplement pour attirer justement ce beau monde en question, et je dis bravo. Merci. Merci beaucoup. Mohamed Bachi, si je n'avais pas fait un travail de tri, j'aurais eu l'impression que vous avez été soudoyé. C'est pas moi. Il n'est même pas l'impression. Mes flingers ce soir, comme on les appelle, m'ont lâché. De toute façon, merci beaucoup à Mohamed Bachi et merci également à Amine Samir. Bonne soirée, Amine. Merci, bonne soirée aux auditeurs et auditrices. Merci également à Firmin Alela qui est venu nous rendre visite, fidèle auditeur. Et à Natacha Mengue, merci encore et félicitations. Bon vent. Merci. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique,